L'exposition s'appelle Channel Orange. Pour moi, c'est comme une radio, Channel Orange. C'est comme l'idée d'émissions, d'ondes, de choses qui traversent la matérialité de manière immatérielle. Une couleur qui se retrouve tout simplement dans plusieurs objets. Il y a un grand mobile orange, une très grande guitare avec 2 manches dont on peut jouer. Et puis il y a surtout un très grand buste qui est une pièce un peu classique d'inspiration, comme un buste antique, mais traité d'une manière très géométrique et surtout avec cette espèce d'orange industriel. Ce qui m'intéresse aussi dans les choix des couleurs, souvent, c'est la connotation que ça peut avoir. Et souvent, une couleur qui peut être un peu fonctionnelle, comme un kaki, qui a la fonction de se fondre dans l'environnement, par exemple. Ou bien, au contraire, l'orange, qui est une couleur très signalétique, qui signale le danger ou qui demande une attention. Ou bien, par exemple, le violet qui traversait l'exposition de Versailles, qui était en même temps une évocation de la noblesse, de la religion, etc. Donc souvent, les couleurs sont une évocation multiple. L'orange, c'est une façon très implicite de réclamer l'attention. C'est une couleur qui échappe un petit peu au champ des beaux-arts, au moins dans une conception un peu classique. Il y en a assez peu jusqu'à l'ère contemporaine. Et puis c'est une couleur qui fait irruption dans le monde moderne plutôt sous la forme des signalétiques, de certains objets qui doivent absolument être vus. C'est un peu comme le jaune d'ailleurs, que j'ai aussi beaucoup utilisé. En fait, chaque couleur est un peu comme un pays dans lequel il y a plusieurs régions, il y a plusieurs connotations, il y a plusieurs évocations possibles. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas la symbolique des couleurs, c'est plutôt d'explorer tout ce qu'il y a dans l'air représenté par une couleur. La couleur est réussie quand elle devient indissociable de la forme. On n'imagine pas la tour Eiffel bleue, donc la couleur un peu indéfinissable de la tour Eiffel est quand même très liée. Ce qui m'intéresse, c'est quand c'est plus une peinture, une couche qui est appliquée par-dessus un objet, mais que ça devient comme une sorte d'image logotypique. Et si on pense à tous les logos qui nous entourent, on a du mal à les déshabiller de leur couleur ou de dissocier la couleur de leur forme. Donc c'est ce que j'essaye d'atteindre avec la couleur. La couleur est aussi intéressante quand on voit par exemple l'évolution des couleurs des véhicules, des objets. Ça m'intéresse surtout dans les objets qui sont monochromes. Parce qu'on se rend compte très vite quand on fait des monochromes ou des objets qui ont une seule dimension de couleur que c'est pris comme une question en fait, plus que comme une affirmation. C'est-à-dire que dès qu'on choisit une couleur et qu'il y en a une seule, on va chercher une raison, une légitimation. Or, il n'y a pas plus de légitimation à trouver pour une couleur seule que pour plusieurs couleurs. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est plutôt la question que ça pose. C'est-à-dire ça invite les gens à se poser la question de pourquoi cette couleur. Je revisite des formes assez classiques de la sculpture, surtout quand on en vient à la représentation humaine, avec des moyens plus contemporains et des écritures peut-être plus contemporaines, comme de poser l'objet par terre, par exemple. Ce qui est relativement rare, enfin, l'objet historique de la Haute-Égypte ou de l'époque de l'Antiquité est souvent soclé, où il y a toujours un dispositif ou une intégration dans une architecture. Cette intégration, moi j'essaie de la rejouer, mais d'une manière un petit peu différente. Et très souvent, il y a une idée qui est importante, presque politiquement, c'est que l'espace de la sculpture ou de la statue soit le même espace que celui du spectateur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'existence de l'objet de plein pied, où on est dans l'espace, on est invité à l'espace de la représentation, qui est ce qui se passe quand on pousse la porte d'un musée ou d'une galerie. On est dans un espace qui est d'une autre nature qu'un magasin, par exemple. L'espace du magasin va être un espace de présentation et l'espace du musée ou de la galerie, un espace de représentation. D'où cette espèce de neutralité ou ces codes. C'est rare qu'on ait un espace avec une signature très forte. Et c'est plutôt l'objet qu'on met à l'intérieur ou l'image qu'on met à l'intérieur qui crée cette signature.
toute proportion gardée, mais une sculpture de Bernini va se fondre dans une architecture ou n'importe quelle œuvre de la Renaissance. Les peintures rupestres, par exemple, il y a un lien à l'architecture, à l'espace, qui m'intéresse beaucoup, mais que je cherche à rejouer différemment. Et évidemment, contrairement à l'image d'un taureau dans une grotte, ou d'une main, ou d'une pietà dans une église, l'objet va pouvoir être dissocié de l'endroit, il va pouvoir être montré dans un autre endroit, mais il va avoir une interaction. Je pense là au buste de Le Corbusier qui était fait pour le toit de la Cité radieuse, par exemple, et qui a fini par atterrir à Miami, dans le Design District. Donc c'est une pièce, elle a toujours une autonomie, mais elle a toujours une interaction, et cette interaction est plus forte quand il n'y a pas de socle, par exemple. Les rayons, en fait, c'est des pièces que j'ai d'abord développées souvent à l'extérieur, dans la nature, avec des fils élastiques tendus, des moyens assez simples, qui était une façon de créer une sorte de grille de lecture ou de trame qui apparaît dans un environnement et se superpose à l'image du paysage, par exemple. Et puis petit à petit, j'ai créé des œuvres à la fois de très grande taille, comme les rayons de Sarrus, qui sont des rayons faits en aluminium qui mesurent 5 mètres de haut et c'est sur une longueur de plus de 50 mètres. Mais parallèlement à ça, à vouloir les réduire, ça me plaisait, cette espèce d'œuvre qui est faite de presque rien, qui est comme une hachure. C'est aussi la hachure qu'on voit par exemple quand on restaure une fresque, pour montrer l'endroit qui a été restauré, pour souligner le fait qu'on ne cherche pas une confusion entre la restauration et l'original. On peint en hachure, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de loin et dès qu'on s'approche, on comprend la zone qui a été retraitée. Et c'est un petit peu ça aussi l'idée de ces rayons, c'est-à-dire c'est des objets au travers desquels on peut voir autant qu'on peut les regarder eux-mêmes. Évidemment, une fois mis sur le mur blanc d'une galerie, ils agissent plutôt comme une œuvre minimaliste en soi qui n'est là que pour elle-même. Donc c'est souvent des rayons de carbone et il faut être très précis parce qu'il y a des moirages et des angles qui révèlent la moindre imperfection. Les mobiles, c'est un peu une pièce étonnante parce que pour moi, c'est un genre comme le paysage ou le land art, c'est un genre en soi qui pourrait être utilisé beaucoup plus qu'il ne l'est. En fait, on définit une sorte de champ de possibilités et après ça, les formes évoluent d'elles-mêmes à l'intérieur de ces champs de possibilités. C'est comme un élément naturel, comme une vague ou un nuage, qui est d'ailleurs très difficile à modéliser. On sait que ça ne sortira pas de la zone dans laquelle on les a inscrits, mais à l'intérieur de cette zone, il se passera toujours quelque chose. Si on prend une photo un instant, ça sera une autre forme à l'instant d'après. Et puis il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup, la transparence et le fait qu'on puisse regarder au travers d'un mobile, qu'on puisse par exemple occuper un espace en changeant sa nature, mais on ne bloque pas la vision par exemple. Souvent quand on fait un objet monumental, il y a un côté définitif et le mobile échappe par sa nature à cette dimension définitive. Donc moi j'aime beaucoup cette espèce de panache, mais qui n'est jamais fasciste, quoi. Souvent, j'utilise des éléments très simples comme ces sphères de carbone qui constituent ce mobile, mais qui peuvent être traités de manière différente en fait, suivant chaque utilisation. Et là, c'est un travail qu'on n'observe que quand on est assez près, qui est constitué de quartiers qui sont assemblés. Et ça donne une sorte de degré de lecture un peu différent si on a le côté très logotypique du mobile qui semble fait de points dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils sont des volumes ou des plaques au départ, suivant comment ils attrapent la lumière. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette idée d'avoir une lecture possible des choses différentes suivant la proximité qu'on a avec l'objet. C'est un peu une métaphore de l'intelligence qu'on peut avoir dans la vie courante. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut appliquer de manière quasiment universelle. Les choses sont différentes suivant la distance à laquelle on les observe.